quelqu'un comme ça, c'est l'amoindrir. Parce que son journal, moi je l'ai lu 25 fois déjà. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas lu ou pas vu comme je lis. Alors comment le résumer, puisque tout m'échappe. Tout m'est familier et pourtant tout m'échappe. C'est dans un des textes que je vais lire. J'étais en exil dans mon époque. Il me semblait que personne de ma génération ne partageait mes colères ni mes désirs et les mots que j'aimais le mieux, que j'employais le plus souvent. La déchirante question de l'amour qui ne recevra qu'à la fin sa réponse. Quel est des deux celui qui passe? Tout jouer sur une carte, toujours préférer la générosité du danger à la pire forme d'avarice qui soit au monde, celle de la prudence. Ce sera la liberté. J'ai eu une révélation, mais aussi fulgurante que celle que j'ai eue en découvrant certains groupes de rock. C'est-à-dire qu'il y avait la même fulgurance, la même intensité, la même violence. Alors s'ouvriront les portes du temps. Ce sera la puissance. Le monde entier tiendra dans mon regard. Mon œuvre sera cosmique. Je ne reviendrai plus sur ce dernier choix. Si je recule, je me perdrai pour jamais. Merci d'être ici dans ce magnifique salon de l'hôtel littéraire de Swann. C'est toujours très agréable de voir des têtes amicales, familiales parfois, mais aussi des frères en esprit, des sœurs en esprit, comme on dit, pour célébrer le 2e anniversaire de Raskar Kapak. Alors Raskar Kapak, on a beaucoup entendu parler de Raskar Kapak dans Tintin, et cette boule de cristal bien sûr. Alors il faut dire que cet anniversaire, ce 2e anniversaire, est sous les auspices, nous avons décidé de le mettre sous le patronage, si l'on peut dire, de Jean-René Huguenin, à qui nous avions consacré en janvier 2016 notre premier numéro. Et dans quelques instants, dans quelques minutes, Pierre Arditi, comme vous le savez, va lire quelques extraits inédits de Jean-René Huguenin, mais aussi des extraits de son journal intime, publié posthumément. Et je tiens vraiment à remercier ici Pierre Arditi de sa présence, de porter sa voix justement pour porter le vers de Jean-René Huguenin. C'est pour nous véritablement un honneur. Merci encore Pierre Arditi. Il y a 2 ans, 3 jeunes aventuriers se retrouvèrent à une table de bistrot autour d'un litron de Côte-du-Rhône. Alors, c'est bien au Fleurus, petite brasserie à côté du Jardin du Luxembourg, que débuta l'aventure et que naquit l'idée de cette revue artistique, de cette gazette artistique au nom assez exotique de Raskar Kapak. Alors, tous les tintinophiles ne s'y trompent pas. Raskar Kapak, c'est bien sûr en référence à cette momie inca, parfois assez terrifiante, mais aussi exotique, chaleureuse, solaire, qui nous a inspiré ce nom. Voilà. Et donc, Raskar Kapak, nous y tenons beaucoup. Et d'ailleurs, maintenant, on nous identifie, on nous appelle plus Raskar que par nos propres prénoms. Et somme toute, nous en sommes fiers. Je vous rappellerai cette prophétie déchiffrée par Tintin dans la maison d'Hippolyte Bergamote, dans les 7 boules de cristal, ce petit passage très éloquent. Et le jour où, dans un éclair éblouissant, Raskar Kapak aura déchaîné sur lui-même le feu purificateur et sera retourné à son élément primitif, ce jour-là sonnera pour les impies l'heure du châtiment. Alors bon, c'est très fort. Rassurez-vous, ce soir, pas de châtiment inca, pas de sacrifice humain, que du bonheur, de la lecture bien évidemment. Mais depuis le début de cette aventure, c'est vrai que nous nous sommes attachés finalement à remettre au bout du jour la passion. La passion pour la beauté d'une part, mais aussi pour les grands destins qui nous fascinaient depuis l'enfance.
quelle belle tâche justement que de partager, que d'initier des lecteurs à des auteurs, à des artistes, parfois trop peu connus, toujours incandescents, et ce par-delà tous les drapeaux et tous les esprits de système. Ce qui nous lie tous ici ce soir, je crois, c'est précisément le fait d'avoir cette certitude que nous avons une passion artistique commune. Et cette passion artistique se définit de cette manière, c'est-à-dire que nous pensons, et je le pense personnellement, qu'une œuvre d'art, qu'une pièce de théâtre, qu'une peinture peut en quelque sorte bouleverser un cœur, bouleverser une vie, bien plus que d'autres discours et d'autres inepties. Alors, nous avons donc pris un malin plaisir depuis 2 ans à réanimer et à faire ressusciter successivement les Jean-René Huguenin, des Chaim Soutine, le peintre Chaim Soutine, mais aussi Mermoz, Saint-Exupéry, Guy Ockinghem, l'écrivain Guy Ockinghem, Corto Maltese, voilà, je vais presque tous vous les citer, mais aussi Maurice René, le comédien Maurice René, et enfin Nietzsche, bien sûr, et Henri de Montfred, à qui nous avons consacré notre avant-dernier numéro, et puis là je cite bien sûr notre dernier numéro qui est consacré à James Salter, cet écrivain américain trop peu connu à notre goût. Pour le premier numéro, nous avions donc choisi pour figure de proue le brûlant Jean-René Huguenin. Huguenin mort à 26 ans, en 1962, dans un terrible accident de voiture. De cet écrivain prodige, nous avons retenu, Yves, Archibald et moi-même, ces 2 ouvrages fondateurs. Il y a bien sûr La Côte Sauvage, son unique roman, merveilleux roman, mais aussi son journal intime, très fort, qui a été publié posthumément et qui nous montre le cœur de cet écrivain, qui nous présente finalement ses passions, ses désirs vis-à-vis de la vie, d'une manière impétueuse et assez magistrale. Alors je dois dire que pour ce premier numéro, nous avons bénéficié de l'aide précieuse de Jacqueline Huguenin, la sœur de Jean-René, qui nous a reçus avec beaucoup de confiance et de bienveillance. Jacqueline Huguenin, qui nous fait le plaisir d'être ici parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Et Jacqueline qui a fait beaucoup justement pour faire connaître l'œuvre de son frère, qui dans les années 1960 était connu. Jean-René Huguenin était considéré comme une comète littéraire, un immense écrivain en devenir, qu'il est déjà d'ailleurs. Mais c'est vrai que Jacqueline a permis pendant toutes ces années jusqu'à aujourd'hui de faire connaître cette œuvre qui pour nous semble fondamentale et essentielle. Et pour cela, Jacqueline, merci infiniment. On ne peut pas ne pas citer Mishka Assayas, qui est ici également parmi nous. Merci beaucoup Mishka d'être ici. Alors pour vous présenter Mishka en quelques mots, Mishka s'est passionné très jeune pour Jean-René Huguenin, pour son œuvre, comme nous tous, je pense, ici réunis, et a notamment aidé à la publication du journal dans sa version folio, dans sa version de poche, l'a alimenté bien sûr, mais aussi a permis de faire découvrir tous les inédits, une grande partie des inédits, inconnus bien sûr, de Jean-René Huguenin. Son 2e roman inachevé, d'ailleurs Pierre Arditi dans quelques instants va commencer justement sa lecture par un extrait inédit de ce 2e roman inachevé, mais aussi des lettres et des textes divers et variés. Et je tenais là aussi bien sûr à remercier infiniment Jacqueline et Mishka qui, pour ce premier numéro consacré à Jean-René Huguenin, nous ont largement aidés et nous ont, d'une certaine manière, apporté sur un plateau 3 textes inédits d'une force incroyable et qui a permis à notre bébé rascarcapien à la fois d'éclore dans la tempête, mais aussi dans une espèce de frénésie qui nous a beaucoup touchés, qui a beaucoup touché nos lecteurs. Et pour cela, c'est vrai que Mishka et Jacqueline, on tenait, nous 3, à vous remercier vraiment chaleureusement, parce que c'est rare d'avoir des inédits d'un auteur, et d'une telle force, encore plus. Merci encore à vous. Alors un anniversaire comme celui-ci, 2 ans pour une revue telle que Rascarcapac, ça se fête, bien sûr. J'oublie bien sûr tous les envois que l'on a fait, les soirées d'envoi, où l'on mettait nos centaines de Rascarcapac dans les enveloppes, c'est quelque chose voilà, d'assez mémorable. Mais grâce à Jean Muller, à Bruno Nougaret, des Éditions du Rocher, c'est une affaire maintenant qui est un lointain souvenir, encore récent, mais qui est un lointain souvenir. Et ce qu'il faut dire aussi dans cette histoire, c'est que je tiens vraiment à remercier Jean Muller, qui, je pense qu'au niveau des éditeurs, si vous voulez,
on manque d'éditeurs peut-être passionnés. Voilà. Et Jean est un passionné de littérature qui lui s'était abonné d'ailleurs à Raskar Capac depuis le début et qui nous a vraiment poussé à venir au Rocher. Et on a plein de projets avec lui qui sont formidables. Merci vraiment Jean. Et je pense qu'on peut vraiment l'applaudir parce que c'est Je remercie aussi tout particulièrement mon ami et maître, d'une certaine manière, Jean-François Coulon-Desarts, qui est ici, qui est un peu l'éminence grise de Raskar Capac, encore mieux, encore meilleur que le cardinal de Richelieu, et qui nous accompagne depuis 2 ans avec toujours des conseils voilà, très pertinents et qui nous aident là aussi à grandir et à faire les bons choix. Merci beaucoup Jean-François, qui sans doute sans vous, eh bien, peut-être que James Alter n'aurait jamais vu... ne serait jamais né dans Raskar Capac. Voilà. Donc il y a toujours, il faut le dire aussi, des personnes qui nous ont aidés à faire découvrir aussi des auteurs que nous-mêmes nous ne connaissions pas à l'époque. Alors je remercie très rapidement Christian Daudet également, qui est par ici, Christian qui est juste là, qui avait rencontré Jean-René Huguenin au début des années 60 et qui nous avait consacré dans le premier numéro un entretien formidable, d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans le premier numéro qui est à votre disposition, pour ceux qui n'ont pas encore. Collector, bientôt Collector, et qu'il est déjà d'ailleurs. Et Christian Daudet qui nous a soutenus dès le départ, et c'est vrai que c'est toujours important, je pense, de souligner ceux qui nous soutiennent dès le départ et qui restent fidèles. Merci beaucoup Christian. Voilà. Je remercierai aussi Alfred Ebel, qui nous a largement aidé pour la revue également, mais aussi Michel Marmin, Martha Rhin, Eric Neuf, Jean-Paul Kaufmann, Sylvain Tesson, Michael Lonsdal, Michel Maffezoli, le petit Pascal Paul, et tant d'autres encore. Un grand merci également à tous nos abonnés, à nos fidèles soutiens. Et donc voilà, donc je réitère mes remerciements aux éditions du Rocher, car dorénavant, ce sont eux qui vont nous éditer, nous distribuer dans toute la France, et qui, par ailleurs, nous laissent, et il faut quand même le dire, une liberté totale sur le plan éditorial. Donc nous allons continuer à faire ce que nous voulons, ce que nous souhaitons et ce qui nous passe par la tête. Voilà. Je vous remercie. Longue vie à Raskar Capac. Bravo. Nous n'avons pas choisi par hasard Jean-René Huguenin pour attaquer l'aventure Raskar Capac. Bien au contraire, il s'est imposé à nous comme une véritable évidence. Il a même été l'un des fers de lance et l'une des raisons d'existence de notre gazette. Car sa découverte il y a environ 3 ans, et elle a été à peu près simultanée par nous trois, a été une véritable stupéfaction. Car d'une part, il incarne ce que nous chérissons, et d'autre part, nous avons découvert par lui que nous n'étions pas seuls. Et par seul, pas seul à penser que la beauté et l'espérance ne sont pas que des mots de salon littéraire, car ils ne sont pas trop souvent, mais au contraire que ce sont les raisons maîtresses de nos présences. Et vous l'avez lu, et vous avez vu ce qu'il y a chez Huguenin, je ne vais pas vous faire la leçon, et vous avez vu cet emportement, vous avez vu cette intransigeance vis-à-vis de lui-même et des autres, et cette foi insubmersible en la vie, dans toute sa dimension tragique et fragile. On peut retrouver ça chez Olivier, son héros, ou dans son journal. Alors, Huguenin, pour nous, c'est aussi le retour à un romantisme vrai. Et d'ailleurs, Dieu sait que ce romantisme que nous portons en nous, on nous l'a souvent reproché, et rassurez-vous, on nous le reprochera encore. Mais bref, ce romantisme, ce n'est pas celui de Musset, au contraire. C'est un romantisme qui porte la tête haute, c'est la passion et la volonté de pureté. C'est un grand mouvement du cœur et de l'esprit, et qui désire, permettez-moi de citer un des passages d'Huguenin, une aristocratie des âmes fortes. Alors, humblement, de notre côté, et sans se taxer de la pseudo-étiquette qui ne veut rien dire de fils spirituel, nous avons voulu en quelque sorte relever le pari et unir nos forces et nos sensibilités particulièrement différentes pour remettre Huguenin en pleine lumière, en plein feu Raskar Capien. Huguenin, ce fut également un homme d'amitié et de fidélité. En témoigne le bouquin que lui a consacré Jean Edernalier, avec qui pourtant les relations étaient assez orageuses et on le comprend. Un bouquin donc dont le titre reprend les initiales d'Huguenin, JRH, je rends heureux. Et je crois que Raskar, c'est également ça. C'est un projet qui repose avant tout sur l'amitié, comme le disait Maxime. Une amitié sincère, une amitié évidemment volcanique, orageuse, mais dans laquelle l'humilité et la fraternité ne cèdent jamais, et croyez-moi,
leur place à un orgueil effréné. Voilà en quelques phrases ce qu'est Jean-René Huguenin à nos yeux. Il est en définitif, et ils sont trop rares, l'un de ces êtres pour lesquels le surpassement est la norme. Et je crois que nous avons suivi ça justement avec des êtres comme Bertrand Kessel ou autres. Alors, gloire aux aventuriers, et n'oubliez pas de trinquer à la mémoire de Proust. En fait, par la suite, on s'est demandé quoi faire après Huguenin. Et on s'est dit, en fait, on va garder toutes les questions que Jean-René Huguenin évoque dans son journal, à savoir l'amour, l'amitié, la souffrance, la rédemption. Qui d'autre s'est posé ces questions? Et en fait, on a trouvé par exemple Soutine, qui a répondu à ces questions par la peinture. Nous avons pensé à Maurice René, qui a répondu par le cinéma, en étant acteur, réalisateur. Nous avons trouvé d'autres personnes qui, comme les pionniers de l'aéropostale, y ont répondu par l'action, tout simplement. Et en fait, qu'importe la façon à laquelle ils ont répondu à ces questions, ce qui compte, c'est qu'ils avaient tous les héros de Rascar, la même soif de pureté et la même volonté de dépassement. Jean-René Huguenin dit quelque part dans son journal, « Mon Dieu, n'abandonnez pas un être qui ne renonce jamais. » Et ça, je pense que ce cri-là pourrait être poussé par tous les héros de Rascar Capac. Je pense par exemple à l'écrivain Guillaume Kingem, qui, quelques heures avant de mourir, a eu la joie de voir ses amis, notamment Gabriel Massenet, lui remettre son dernier livre, Les aventures extraordinaires de Frère Angelo, enfin imprimé. Et c'est ça, l'absence de résignation, qui à mon avis est le trait commun à tous les héros de Rascar. Et vous allez voir que le prochain numéro que nous vous concoctons, consacré à l'écrivain Yukio Mishima, c'est justement l'absence de résignation qui est poussée à son paroxysme, puisque Mishima a été tellement fidèle à son idéal qu'il a été jusqu'à la mort, jusqu'au suicide. Donc, beau programme en perspective, mais vous allez voir, ce sera un bon numéro. Je suis très touché d'être là. Je vais juste témoigner du rôle de relais que j'ai joué il y a une trentaine d'années déjà, ça fait longtemps. Je voudrais juste remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire le milieu des années 80, c'est très lointain. À cette époque-là, ce qu'on appelait littérature était souvent réduit à des jeux formels, le livre dans le livre, le récit dans le récit. On était un peu dans un moment où c'est ce que Moravia appelait un peu le byzantinisme, c'est-à-dire une littérature qui se regardait elle-même et où aucun auteur n'osait finalement parler de ce qui lui tenait le plus à cœur, et il y avait beaucoup de jeux et peu d'authenticité. Et quand on était lecteur et qu'on cherchait des voix amicales, des voix fraternelles, des voix proches, eh bien souvent il fallait lire des gens qui appartenaient à la génération de vos grands-parents. Dans mon cas, c'était Mauriac, Bernanos, Julien Green. Et j'ai été extrêmement frappé quand j'ai découvert le journal de Jean-René Huguenin de voir qu'un jeune homme qui avait une vingtaine d'années de plus que moi, eh bien, avait ressenti presque la même chose dans une toute autre époque, à tout autre contexte. C'est-à-dire qu'à mon époque, on parlait des branchés, des décalés, etc. À son époque, c'était les jeunes gens qui s'ennuyaient dans les romans de Françoise Sagan, c'était l'absurde, c'était la vanité de toute émotion, et puis il fallait surtout être efficace, il fallait qu'on ait un objectif professionnel, il fallait se soumettre à la toute-puissance de la technique. L'âme n'existait plus, il n'y avait plus que le collectif, un collectif politique, et on n'osait plus dire « je ». Voilà, plus personne n'osait parler de lui, et c'était très flagrant dans ma génération où le « je » était interdit. Aujourd'hui, tout le monde se répand, c'est devenu très banal, mais il faut juste rappeler que dans les années 80, ça n'existait pas. Et donc, voilà, j'ai trouvé en Jean-René Huguenin l'ami et le frère que je n'avais pas. Voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai une sorte d'obsession pour ses écrits. Il y a un livre que vous n'avez pas cité, lui, qui s'appelle « Notre jeunesse », qui est un recueil d'articles absolument merveilleux, duquel est tiré d'ailleurs un texte que vous allez écrire, qui est « Aimer la vie, vivre l'amour ».
qui a été publié en 1965 par Renaud Matignon, avec Jacqueline bien sûr, et qui, enfin voilà, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, et j'étais frustré parce que j'avais l'impression qu'il manquait des textes, il y avait peut-être des choses qui avaient échappé à ceux qui avaient collecté ses œuvres, et donc j'ai pris mon courage à deux mains, j'étais très jeune, j'ai écrit à Jacqueline, qui a eu la générosité de m'accueillir, et avec qui je me suis bien entendu. Et on a retrouvé des destinataires de lettres de Jean-René Huguenin, comme Jean Le Marchand, Jean-Jacques Soleil, qui était son ami d'enfance, Philippe Solers aussi. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre la main sur les lettres à Renaud Matignon et à Jean-Édouard Nallier. C'était assez rocambolesque. Jean-Édouard Nallier prétend qu'elles ont brûlé dans un mystérieux feu, un incendie chez lui, enfin... Renaud Matignon nous amenait en bateau, enfin bon, c'était bizarre, mais voilà. Enfin, et voilà, donc on a publié un livre qui s'appelait Le Feu à sa vie, où on a réuni des nouvelles, des inédits et des extraits du second roman inachevé, qui sont vraiment éblouissants. Voilà, et puis alors voilà, vous faisiez allusion au travail que nous avions fait pour le journal, c'est qu'en effet on s'est aperçu que le journal qui avait été publié en 1964 et qui avait été préfacé par François Mauriac avait en fait été tronqué, et qu'il y avait toute une partie qui correspondait aux premières années, c'est-à-dire les années je crois 1954-55, une partie de 56, c'est-à-dire les années où Jean-René avait 18-19 ans, qui manquaient. Et on a retrouvé ces carnets. Voilà, j'ai convaincu Jacqueline qu'il fallait intégrer cette partie à l'œuvre. Et voilà, on est arrivé en 1982 à avoir l'édition vraiment complète du journal. Vous savez, c'était une rencontre tout à fait inattendue pour moi, parce que je parle déjà de la rencontre avec l'écrivain, puisque en réalité j'ai découvert l'existence de Jean-René Huguenin par un texte de Julien Gracq. D'accord. Julien Gracq, il se trouve qu'il était son professeur au lycée Claude Bernard, et quand Huguenin a publié La Côte Sauvage en 1960, il l'a adressé à son professeur, et Gracq, qui était difficile en littérature, a été extrêmement élogieux. Et à la mort brutale de Jean-René Huguenin en 1962, Gracq a publié dans Tel Quel une évocation de la figure de Huguenin, et ce texte figure dans un recueil de Gracq qui s'appelle Lettrines. Donc c'est comme ça. Et cette évocation est tellement précise, elle est tellement vibrante, et elle donne envie de lire, enfin d'en savoir plus sur Huguenin, parce qu'il y a juste, ça commence par Huguenin était mon élève, mais d'un élève on ne sait rien. Et puis il parle de sa voix, de son attitude, de son aspect un peu farouche, et de l'impression très forte que La Côte Sauvage avait suscité en lui. Il compare il compare Huguenin à Rimbaud. Enfin, il y avait tout ça m'avait alerté. Et puis le nom de Huguenin m'était resté dans un coin de ma tête. Et puis un jour, dans une librairie, je suis tombé sur le journal. Je l'ai acheté, et là, j'ai eu une révélation. Ça va peut-être vous surprendre ce que je vais vous dire, mais aussi fulgurante que celle que j'ai eue en découvrant certains groupes de rock. C'est-à-dire qu'il y avait la même fulgurance, la même intensité, la même violence. Parce que ça, c'est quelque chose peut-être qui n'a pas été suffisamment souligné par les jeunes gens de Raskar Kapak, mais Arditi en a parlé très bien. C'est qu'il y a quelque chose de très, très dur, une absence de complaisance envers lui-même, et une façon de se juger, de se condamner, de se mortifier, parce qu'en effet, il ne s'agit pas d'exalter la figure du surhomme nietzschéen, c'est pas du tout ça. Au contraire, c'est restituer toute cette violence de l'expérience humaine, c'est-à-dire qu'un homme très jeune qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il voudrait être, et qui décrit sa souffrance d'avoir une sorte de sous-vie, de ne pas être à la hauteur de soi-même, c'est terrible, quoi. Dans les années 70 et 80, que ce soit dans les publications issues du militantisme ou dans les romans
dont on parlait dans les milieux autorisés, eh bien, il n'y avait pas beaucoup de place pour l'expression des états d'âme, des doutes, de l'angoisse existentielle, de ce qui était, parce qu'on parlait beaucoup dans les milieux gauchistes encore d'individualisme petit bourgeois, donc c'était banni. Seule l'expérience collective, militante et politique était célébrée, enfin, dans ces milieux en tout cas. Et justement, je cherchais à tâtons dans ce que j'écrivais moi-même, qui était rien de comparable, qui étaient des petites critiques dans des journaux de rock, enfin voilà, des notules, des comptes rendus, des interviews, etc. J'essayais de mettre en avant mon expérience et parfois j'essayais de parler de mon époque, de ce que je ressentais, mais j'avais l'impression qu'on n'avait pas le droit, que c'était un peu une forme d'imposture et d'usurpation, que le moi était méprisable. Et que tout ce qu'on pouvait écrire en son nom était insignifiant. Et Huguenin m'a convaincu du contraire, c'est que justement une certaine façon de parler de soi en se reliant à l'expérience universelle de ceux qui vous entourent, au contraire fait beaucoup avancer les choses et provoque une prise de conscience et en tout cas peut avoir la même importance pour ceux qui vous lisent que, en ce qui me concernait, les rockers de l'époque, qui vraiment secouaient la société quand même, enfin créaient une sorte de courant électrique assez violent qui crée un électrochoc dans la société. Les références à Bernanos, à certains auteurs, comment vous les preniez, vous? Mais alors, en fait, il m'a encouragé à les lire. C'est-à-dire que ce sont des auteurs dont je connaissais bien sûr l'existence, mais que j'aurais jamais eu l'idée de lire. Et le fait qu'il les revendique comme ses pères spirituels m'a intrigué. Et donc ça m'a conduit à dévorer toute l'œuvre de Mauriac, à lire toute l'œuvre de Julien Green, et à me retrouver, moi qui pourtant n'ai pas du tout les mêmes racines que ces auteurs-là. Quelles sont vos racines d'ailleurs? Parce que moi c'est pas des racines, comment dire, un peu déracinées si j'ose dire. Non, j'avais un père italien, une mère hongroise, une culture plus cosmopolite, voilà, donc, mais en même temps, l'importance de la littérature était très forte chez moi, mais dans mon milieu, je veux dire, mais en tout cas, les écrivains catholiques n'étaient pas, c'était pas au centre de ma culture, pas du tout. Enfin, j'ai pas été religieux, déjà élevé dans la religion catholique, même si j'ai été baptisé pour des raisons bizarres. Enfin, je n'ai pas du tout été élevé là-dedans. Je lisais plutôt Harakiri, Charlie Hebdo, voilà, donc c'était pas du tout mon truc. Mais justement, je trouve ce côté, il y avait un côté un peu noir et blanc chez Huguenin, c'est-à-dire que c'était un jeune homme d'un autre temps. Qui accordait beaucoup d'importance à la précision dans l'expression, qui était contre la mollesse, contre un certain laisser-aller, qui provoquait, qui aimait provoquer. Et qui était justement contre ce qui était à la mode, branché, décalé, cynique, ricanant, qui revendiquait une forme, si vous voulez, de premier degré, de naïveté, presque une voix d'enfant. Et ça, je trouvais que c'était très culotté et qu'on avait besoin d'entendre une voix comme la sienne. C'est pour ça que j'ai souhaité justement réunir des écrits posthumes de lui, parce que je voulais le faire revivre. Et je ne comprenais pas pourquoi cet auteur était devenu poussiéreux, pourquoi il appartenait un peu à une famille d'écrivains un peu désuètes, enfin, des gens qui continuaient à parler de Roger Nimier, etc. Alors que pour moi, il n'était pas du tout une sorte de prolongement des hussards, il était plutôt quelqu'un de précurseur de quelque chose qui allait arriver après lui. Seulement, il faut bien admettre que le courant qu'il représentait, qui lui était propre, n'était pas du tout
majoritaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était le nouveau roman, puis Oui, ensuite ça. les sciences humaines, l'histoire, la philosophie, la psychanalyse, la politique, le marxisme. Et puis ensuite, c'est un peu ce que je décrivais très brièvement, les romans-jeux, les romans dans le roman, le côté s'amuser avec des formes sans y croire. Et ça, c'était quelque chose de mortifère, parce que ça n'avait rien d'inspirant, rien d'exaltant, il n'y avait pas cette spiritualité qu'on trouvait chez lui, et que moi, que je trouvais dans la musique. Et donc j'ai relié... Notamment d'ailleurs dans la musique, parce que vous parlez de musique, vous avez été un des introducteurs de Joy Division en France. Il y a quelque chose de... Mais pour moi, c'était les mêmes années, Ouais. et c'était la même émotion, et la même fulgurance austère. Vous voyez, il y avait quelque chose qui était... Ce qu'on a appelé la New Wave. Oui, exactement. Il y avait quelque chose, une absence de complaisance vis-à-vis de soi et un désir de voir l'époque, non pas pour se complaire en décrivant ce qu'elle avait de sombre, de désespérant et de noir, de dire oui, nous acceptons cette noirceur, nous acceptons tout ce qui peut nous désespérer, mais justement, c'est grâce à ça que nous allons nous transformer et devenir des êtres plus vrais, plus intenses, plus créatifs, plus sincères, plus vrais. Parce qu'il y avait tellement de masques à l'époque. C'est ça aussi. Parlez-nous de ces masques. Quel masque? Eh bien, c'est un peu ce que j'essayais de décrire dans ce cynisme et dans ce jeu. C'est-à-dire que les auteurs qui publiaient, je sais pas, des gens comme masque de la Echnoz, je sais pas, moi, il y avait des auteurs, je pourrais pas vous citer. En fait, c'est les masques de la sociologie, Oui, c'est-à-dire que toujours finalement de considérer que l'expression individuelle est forcément limitée et insignifiante, et que seuls des discours qui englobent le collectif, c'est-à-dire la sociologie, les sciences humaines en général, la philosophie, la psychanalyse, l'histoire, peuvent rendre compte de l'expérience humaine. Voilà, et que le moi n'a plus aucun intérêt dans une société comme la nôtre, qui est dirigée par les masses. En gros, donc vous faites un rapport entre Jean-René Huguenin et un certain rock. Oui, certainement. Oui. Je suis peut-être le seul à le faire, je ne sais pas. C'est important. Oui, sans doute, mais d'autres amis qui ont lu Huguenin ne diraient certainement pas la même chose que moi. Mais enfin, en tout cas, peut-être c'est ça qui m'a conduit à vouloir faire quelque chose avec la même urgence qui m'avait saisi quand j'avais écrit sur le rock, etc. C'est-à-dire que j'ai écrit à Jacqueline Huguenin, j'ai voulu la rencontrer, j'ai insisté, j'ai remué ciel et terre, j'ai cherché des écrits, j'ai passé des après-midi à fouiller les cartons, j'ai réuni les terres. J'avais une espèce de fièvre. Voilà, et cette fièvre, je l'avais en effet pour faire connaître des groupes qui me paraissaient importants. importants. Est-ce que Huguenin n'est pas, pour vous qui êtes un amateur de rock, parce que le rock est quelque chose... Mais vous savez qu'il parle de Johnny Hallyday et du twist à un moment dans un de ses textes. Mais si. Est-ce que le rock n'est pas justement ce moment un peu ambigu? Certains rockers en fait ne savent pas où ils en sont. Vous voulez parler de la fin des années 70, début des années 80, voilà. Donc après la grande époque, après l'âge d'or. Oui. Où en fait, il y a une formule qui m'intéresse, qui s'appelle « Il n'y a pas de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé ». Une formule de Maurras. Alors c'est Maurras, peu importe. Mais elle m'intéresse cette formule parce que dans le rock, je vois ça. Il y a dans le rock à la fois une volonté de provocation, de futurisme, et une volonté de retour. Mais c'est tout à fait quelque chose de l'ancien. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que quand on dit le rock c'est trop flou, il faut parler de ce moment historique qui a été le punk et l'après-punk, qu'on appelait New Wave, bon, voilà, et qui a été justement une sorte d'anti-utopie. C'est-à-dire que ça a été paradoxalement un futurisme et un passéisme, comme vous dites très justement. C'est-à-dire que ces musiciens ont fait savoir qu'ils ne croyaient pas au lendemain qu'ils chantaient, qu'ils ne croyaient pas à l'évasion dans d'autres mondes, qu'ils ne croyaient pas à l'utopie, tout simplement, et qui croyaient à l'expérience fulgurante du présent.
et qu'ils ne savaient pas ce qu'allait advenir d'eux-mêmes, de leur musique, et voilà, et que dans 6 mois ils pourraient être balayés. Et ils sont allés chercher justement en effet leur point d'ancrage dans les pionniers, les primitifs, ceux qui venaient presque avant les Beatles, chez les pionniers du rock'n'roll, ou même dans une certaine variété des années 50, jazz, bossa nova, etc. Donc c'était un moment tout à fait curieux où le rock finalement s'est détruit lui-même, et en se détruisant, a inventé une parole fulgurante qui en effet, peut-être s'est tiré par les cheveux, mais me fait penser à certaines choses que Huguenin a pu écrire. C'est mon point de vue, c'est ma sensibilité. Attendez au tournant, j'ai bien compris. Je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. J'ai entendu dans votre bouche, à vous, et quelques fois même dans d'autres. Il n'y a pas chez Jean-René Huguenin une volonté de dépassement. C'est une erreur. Il y a une volonté féroce et farouche, et c'est pour ça qu'il m'est cher, de s'atteindre lui-même, comme il imagine qu'il doit s'atteindre. Il ne tombe pas dans ce piège que nous connaissons aujourd'hui, qui est totalement stupide, cette expression imbécile qu'il faudrait soi-disant se dépasser pour trouver quelque chose. Quand on se dépasse, on s'éloigne de soi. Et la quête d'Huguenin n'est pas de s'éloigner de soi, elle finit par d'éloigner lui-même d'un certain nombre de ses corréligionnaires qui ne peuvent pas suivre son chemin. Tant pis pour eux, et pas tant pis pour lui. Mais lui ne dépasse jamais ce qu'il est. Il tente simplement de l'atteindre. C'est la démarche la plus difficile pour un homme. Entendez homme-femme, bien entendu. Et peut-être il m'est cher, c'est un frère pour moi aussi. D'abord parce que j'ai dû le lire un peu avant vous, puisque je suis plus vieux que vous, malheureusement. Mais parce que ça a été fulgurant pour moi, ce discours-là. À un moment donné, il dit dans son journal que la virilité, c'est d'abord ne pas être dupe de soi-même. Et bien ne pas être dupe de soi-même, c'est probablement la qualité la plus rare qu'on peut trouver chez un homme. Et elle est effectivement extrêmement rare, car on croise très rarement ce genre de gens. C'est aussi pour ça que Jean-René Huguenin, entre autres, m'est cher, même si je ne partage pas une série de choses qu'il peut dire ou écrire. Jamais, pourtant je fais partie des gens qui lisent, je me suis senti aussi proche de quelqu'un que de cet homme-là, de ce jeune homme-là. Il était un petit peu plus vieux, on avait 10 ans de différence, il avait 10 ans de plus que moi. C'est Anne Jasemski qui m'a fait découvrir Huguenin, la petite fille de Mauriac. Donc, voilà. Et elle m'a dit, lis ça. Alors, c'est quoi, Jean-René Huguenin, lis-le. Alors, très bien. J'étais très amoureux, et donc j'ai pris ce journal magnifique, donc l'édition du Seuil, qui visiblement n'est pas complète. Et j'ai passé la nuit à lire, à relire, à m'arrêter sur telle phrase, telle pensée, tel parcours, telle colère, telle désespérance. Et en même temps, ce livre-là est une sorte de... Au fond, c'est comme ça qu'il faut vivre, sinon c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. J'ai 73 ans et je continue de penser que si je n'arrive pas à vivre en gros, comme Jean-René Huguenin, eh bien, c'est que j'aurais raté quelque chose de fondamental pour moi, parce que je n'ai rien trouvé de plus puissant comme ode à la vie que ce que ce jeune homme en colère a écrit quand il avait un peu plus de 20 ans et qui résonne encore aujourd'hui. Et je sais qu'il n'avait qu'un peu plus de 20 ans, mais que chaque fois que je le relis, je pense qu'il y a une maturité, une puissance de regard et sur le monde, et sur la vie, et sur lui-même, et sur ce qui l'entoure, et ce qui nous entoure, qui fait que ce texte-là est un texte universel qui traversera le temps et qui ne disparaîtra jamais. Voilà. Si vous avez d'autres questions à me poser, pour le faire. Quelle a été votre première découverte du Huguenin? Par quel moyen? Journal. C'était ma première découverte et c'est mon ami Anne Jasemski qui m'a fait lire ce livre. Et malheureusement, elle a disparu il y a très peu de temps. La petite fille de François Mauriac qui m'a fait découvrir ce livre, qui est devenu une sorte de livre de chevet pour moi. Même si je n'épouse pas forcément toutes les positions, ou même, comment
comment dire, un regard sur le monde et sur la vie qui n'est pas forcément toujours un regard, une position dans laquelle je me reconnais, à ceci près tout de même que je me retrouve pratiquement dans tout, dans cette espèce de quête d'une vie qui serait qui vaudrait la peine d'être vécue et pas comme un objet usuel qu'on dépenserait sans même savoir si ça a une valeur ou non. Au fond, c'est ce que j'aime chez Huguenin. Peut-être qu'il aurait été infréquentable pour moi, je ne sais pas. On n'était pas les mêmes bords, en tout cas, ça c'est sûr. Et je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je suis du bord des gens qui sont capables de décrire la vie comme il l'a décrit lui. Voilà. Donc c'est mon bord aussi. Après, Dieu, je ne suis pas croyant, je suis un athée mystique, peut-être, mais je suis un athée tout de même. Et je suis peut-être moins en colère que lui. Mais par les temps qui courent, cette voie-là, elle est vitale pour moi en tout cas. Et c'est une colère qui est portée en plus par une quête de beauté. C'est une colère qui ne se laisse pas ronger par elle-même. C'est une colère qui est portée par le fait que où il faut vivre quelque chose d'exceptionnel, où ça ne sert à rien de venir au monde. Donc si on se contente de respirer plus ou moins bien et de... Enfin, c'est lui qui dit ça. La virilité, c'est d'abord de ne pas être dupe de soi-même. Je crois à ça. La virilité, pour moi, c'est ça. Une sorte de pureté difficile à atteindre, mais enfin, si on ne se bagarre pas pour l'atteindre, on n'a aucune chance d'y arriver. Donc cet homme-là, ce jeune homme, m'a intrigué, m'a accompagné, m'accompagne toujours. Et j'ai parfois l'impression de m'entendre parler, quelquefois d'ailleurs avec des termes qui sont proches des siens. Quelquefois avec des termes différents. Enfin, toujours, il parle une langue que j'espère être la mienne. Et après, vous n'avez pas hésité à poursuivre avec le roman. J'ai lu Un coup de sauvage, bien sûr, oui, bien sûr. Jean-René Huguenin, c'est un jeune homme que je n'ai pas rencontré personnellement, que je n'ai rencontré que parce qu'il écrit, qui m'a été mis entre les mains, pas le jeune homme, mais ce qu'il écrit, encore une fois par Annie Jazemski, et qui donc est resté comme une espèce d'image idéale de ce qu'au fond, je crois qu'il faudrait être. Alors, je vois en gros qui il a pu fréquenter à une certaine époque. Je n'ai pas fait d'historique de ça, ça ne m'intéresse qu'à moitié, pour ne rien me cacher. Je préfère imaginer ce qu'est ce personnage au travers de ce qu'il m'inspire. Le reste, je m'en fous. Voilà. J'ai acheté toute une série de lettres de lui en salle des ventes, que j'ai d'ailleurs lu en partie, pas entièrement, parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de plus personnel de ce garçon. Donc j'ai des choses très personnelles. Je ne fréquente pas les gens parce qu'ils sont proches de machin, qu'ils appartiennent à tel côté comme ça. Ils me parlent ou ils ne me parlent pas. Ils traversent mon esprit, mon âme, pour employer un terme que j'emploie tout le temps, moi qui suis un athée pur et dur. Le reste, je m'en fous. C'est complètement égal. Et je connais des gens que j'adore, qui m'intéressent et qui fréquentent toute une série de gens qui ne m'intéressent pas. Et je connais des gens que je n'aime pas énormément et qui fréquentent des gens que j'aime bien. Donc, quelle importance ça parle. Si vous me parlez de Maupassant, ou de ça, comme ça je vais pouvoir vous gloser sur une partie de ce qu'ils ont vécu. En tout cas, je peux faire une sorte d'historique moyen et médiocre. Mais Huguenin, c'est quelque chose de tout à fait particulier dans mon existence. Et je me fous de savoir. Voilà. J'ai cette photo qu'on m'a envoyée, que j'aime beaucoup d'ailleurs, il est très beau, il a une tête d'aigle. C'est marrant d'ailleurs, je me suis aperçu qu'il parlait de René, c'est drôle. Enfin, il a connu le René que moi je n'ai connu que comme spectateur, ensuite avant de devenir un de ses acteurs. Un de ses acteurs fétiches, j'aime pas ça, mais un de ses acteurs fidèles. Mais ce qui me touche, c'est que, encore une fois, c'est qu'il est en quête de lui-même. Ce que je passe ma vie à être ou à faire, qui est une quête dont on ne voit jamais la fin, parce qu'on ne se touche jamais complètement et de la manière dont on voudrait sans doute se toucher. Enfin, je fais du théâtre il y a deux manières de faire du théâtre. La première, c'est on fait du théâtre pour échapper
à la réalité d'une vie qui ne nous intéresserait pas, et la seconde, ce serait finalement pour essayer de se trouver. J'appartiens à la deuxième catégorie. Je fais du théâtre pour me trouver. Quand je tombe sur un mec comme Huguenin qui se trouve, lui aussi, qui se cherche, qui s'égare, qui se perd, qui se retrouve, qui perd les autres, en perdant les autres, il se perd lui-même, il se retrouve, j'ai l'impression de fréquenter un frère siamois. Voilà, je ne peux pas écrire comme lui, malheureusement d'ailleurs, mais je peux essayer de vivre de cette manière-là. Donc au fond, c'est ça qui m'intéresse, le reste. Quand je lis le journal, j'ai l'impression que je suis en prise directe avec lui. Quand je lis un roman, je me dis qu'à l'intérieur de ce roman, le roman, il y a 15 ans, je me dis qu'un certain nombre de choses sortent de lui, viennent de lui, mais j'ai l'impression qu'une série de choses s'interposent entre ce qu'il est et moi. Le journal, rien ne s'interpose. C'est lui, d'une manière brute, parfois extrêmement raffinée, magnifiquement écrite, parfois beaucoup plus brutale. Encore une fois, je fréquente un être humain qui m'intéresse, qui me fait des signes de temps en temps. D'ailleurs, souvent je cite parce que de temps en temps, ça revient à la surface pour moi et dans ma vie. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je pense que je sais le lire assez correctement. Ouais. Voilà. Oui, c'est ça justement qu'on attend avec grande impatience, mon cher Ferrandez. Je vais lire, hein, je ne fais que lire. Rien n'a été adapté de lui, absolument rien du tout. Absolument rien. Bah, de toute façon, il y a le journal, La Côte Sauvage, et puis c'est quelques pages de ce roman inédit qui n'a jamais vu le jour. Et c'est quelques articles dans Art, dans oui, enfin bon, il n'y a pas de... Personne n'a adapté ça. D'ailleurs, c'est pas... Est-ce que La Côte Sauvage est adaptable? On peut se poser la question quand même, hein. C'est pas absolument évident. En tout cas, le journal, lui, n'allait pas. J'aime pas beaucoup les adaptations. Chaque fois qu'on a voulu adapter Proust, on est allé dans le mur. Alors, il y a des choses qu'on a pu adapter, hein. Adapter Stendhal, enfin, il vaut mieux lire Stendhal, franchement. Oui. Après, c'est très agréable de voir des acteurs qui ont incarné Julien Sorel, Lucien Leven. Mais il parle dans notre époque, oui, bien sûr, il parle dans notre époque si on prend la peine de le lire. Ce qu'il dit, non pas de notre époque, enfin, qui peut s'appliquer en partie à notre époque, c'est que, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui décide de vivre d'une manière difficile à apprivoiser pour des gens que nous sommes aujourd'hui. Moi, je m'en fous complètement. Il y a toute une série de gens qui vivent aujourd'hui qui ne m'intéressent absolument pas, puisque leur manière de vivre n'est pas une manière de vivre. C'est une manière de stagner, de vieillir, d'être inintéressant, de se zapper eux-mêmes et de n'attacher de l'importance qu'à ce qui n'en a pas. Ne m'intéresse pas. Comment dire, le côté rigoriste et presque totalitaire d'Huguenin me parle à moi. Voilà. Et d'ailleurs, avec l'âge, je suis de moins en moins. Je suis très aimable, hein, mais normalement, je n'ai rien à dire à toute une série de choses ni de gens, et en aucun cas, je n'aurais envie de vivre comme ça. Après, si vous voulez, comme si vous me disiez, qu'est-ce que Molière a à dire aujourd'hui? Beaucoup de choses. Pas les mêmes d'ailleurs, d'autres. Mais il a beaucoup de choses à dire. Il y a des gens qui, d'une certaine manière, passent comme des comètes dans nos vies. Ils laissent une trace lumineuse, on la prend ou on la prend pas. Si on passe à côté, c'est dommage. On passe à côté d'une richesse importante pour nous-mêmes. Et puis, il y a des gens qui pèsent sur nos vies à longueur de journée et qui souvent n'ont aucun intérêt dans ces cas-là. Il vaut mieux se réfugier dans la comète, c'est plus intéressant. Résumer quelqu'un comme ça, c'est l'amoindrir. Donc je ne résume pas. Huguenin n'est pas résumable. Et heureusement d'ailleurs. Parce que son journal, moi je l'ai lu 25 fois déjà. Il y a toujours quelque chose que je n'ai pas lu ou pas vu quand je le lis. Alors comment le résumer puisque tout m'échappe? Tout m'est familier et pourtant tout m'échappe. C'est dans un des textes que je vais lire par rapport à une femme. Elle est à côté de lui et elle lui échappe. Il la voit dans les yeux et elle lui échappe. Il lui tient la main et elle lui échappe. À quel moment on tient dans la main ce qu'on appelle la vie? La vie, on ne peut pas la tenir dans la main. La vie, c'est de l'eau. Vous croyez que vous la tenez dans la main, vous ouvrez la main et vous c'est pas pour rien. C'est un plaisir pour moi, physique, de lire Huguenin, à des gens ou à moi tout seul. Là, il y aura des gens, pour ce qui me prend avec.
Je le fais un peu pour vous et beaucoup pour moi. Et un petit peu pour lui aussi. Je me dis peut-être que ce ciel auquel il croit et auquel je ne crois pas, s'il y est, peut-être que ça lui fera plaisir. Camarade. Voilà. Merci infiniment. Alors, second texte inédit du second roman inachevé de Jean-René Huguenin. Éric, frustré de son amour pour Nathalie. C'était bien la peine d'avoir déployé tant de patience et de ruse pour s'asservir, pour se domestiquer, pour rentrer en son propre pouvoir. Il avait suffi de ce corps fragile, de ces yeux si faciles à blesser, pour qu'il cessât de s'appartenir. Pour la première fois de sa vie, il souffrait de la solitude. Sans doute parce qu'il n'avait jamais connu auparavant la vraie solitude, qui est de se sentir privé de soi-même. Et il y avait pire encore. Il se sentait privé d'elle. Il souffrait de son absence alors qu'elle était là en face de lui. Il avait beau sentir les mains de Nathalie, caresser ses épaules, se crisper sur sa nuque. Ces douces mains dorées. Elle lui manquait. Elle lui manquait toujours. Il regardait Nathalie et elle lui manquait. Il étouffait Nathalie dans ses bras et elle lui manquait. Il n'avait droit qu'à ses contours, à ses frontières, à la forme trompeuse et précaire dont, telle une fée, elle s'était revêtue pour lui apparaître. Même les mots qu'il lui disait disparaissaient en elle, sans qu'il sût jamais si elle les avait bien reçus, tels des lettres perdues, des bouteilles à la mer, absorbées par cette part invisible d'elle-même qu'il ne connaîtrait jamais, qu'il ne ferait jamais sienne, et qu'il avait cru si transparente le premier jour, sur la jetée de l'île de Saint, le visage blotti sous le capuchon de son manteau grenat, égaré et sans défense comme le petit chaperon rouge. Elle devenait affreusement opaque. Nathalie, où êtes-vous allée ce matin? Nathalie, que ferez-vous ce soir? Nathalie, à quoi pensez-vous? Nathalie, pourquoi m'aimez-vous? Elle posait sur lui ses vastes yeux bleus, toujours étonnés de voir, mais elle ne répondait pas. Ou plutôt, elle essayait de répondre, de l'aider, de se livrer, elle lui laissait prendre ses secrets les plus humbles, les plus intimes, se souciant peu de sacrifier toutes les images flatteuses qu'il aurait pu se faire d'elle, pourvu qu'il trouvât la bonne, la vraie, celle qui n'existait peut-être pas, et qu'il cherchait. Nathalie, à quoi pensez-vous? Nathalie, m'aimez-vous? Mais les moindres fils, les moindres indices s'embrouillaient plus sauvagement que ses longs cheveux sombres sous les mains fébriles d'Éric, et les pistes qu'il suivait s'arrêtaient tout à coup malgré lui, malgré elle, entre eux. Elle l'aimait en vain, et il la poursuivait en vain. C'était comme si elle avait fui, la tête tournée vers lui, l'appelant de toutes ses forces. À quoi pensez-vous? Pourquoi m'aimez-vous? Et il la perdait. Bientôt, il cesserait de l'entendre, et pour la retenir, il presserait en vain de ses lèvres froides les lèvres entr'ouvertes de Nathalie, ses tempes frêles, l'angle doux de sa mâchoire, où descendait une veine bleue, sa gorge blanche et palpitante. Aimer la vie, vivre l'amour, c'est un article paru en mai 1961 dans la revue Réalité. Longtemps je me suis senti seul, ou plutôt isolé. La solitude, chacun l'éprouve pour peu qu'il aime ou qu'il désire aimer, pour peu qu'il existe. Mon isolement me paraissait plus injuste et plus douloureux, pareil à celui des sourds, des étrangers. J'étais en exil dans mon époque. Il me semblait que personne de ma génération ne partageait mes colères ni mes désirs, et les mots que j'aimais le mieux, que j'employais le plus souvent, volonté, ou tendresse, ou honneur, me fermaient les cœurs que je voulais gagner. Des jeunes gens raisonnables me répondaient lucidité, lucidité, lucidité. La lucidité est une valeur dangereuse si l'on s'en contente. Elle nous rassure trop facilement, nous croyons racheter nos faiblesses par la conscience que nous en avons, parfois
Parfois ils ajoutaient objectivité. Et je me souvenais de ce mot de Nietzsche, objectivité, manque de personnalité, manque de volonté, incapacité d'aimer. L'objectivité a fait long feu aujourd'hui dans une grande partie de la jeunesse, et surtout chez les moins de 20 ans. Un nouveau romantisme s'éveille, dont les blousons noirs ne sont évidemment que la caricature grossière. La jeune littérature nous en offre une expression plus raffinée, avec Jacques Coudol ou Clément Rosset, philosophe de 20 ans. Au cinéma, René a réhabilité les grands thèmes romantiques, l'amour, le temps, l'amour du temps. Comme au XIXe siècle, l'essor romantique d'aujourd'hui est d'abord une réaction contre la civilisation matérialiste, à ces bourgeoisies douillettes qu'il oppose son respect, presque son goût de la souffrance, à ces bourgeoisies avares, la prodigalité de son cœur, même individualisme, même expansion du moi, même prédominance de la sensibilité et de l'imagination. Mais à la différence des romantiques de 1830, qui usaient volontiers de termes vagues et abstraits, ceux d'aujourd'hui ont le goût du concret et le souci de la précision. Sans doute est-ce le Dieu moderne, la science, qui a laissé jusque dans leurs rêves l'empreinte de sa rigueur. Mieux encore, ils sont positifs, énergiques, combatifs. La tristesse dont nos aînés se sont repus au point d'en assaisonner tous leurs sentiments, comme ces anglo-saxons qui arrosent indifféremment leur salade, leurs poissons et leur viande de la même détestable sauce rouge. Les enfants tristes, l'amour triste, bonjour tristesse, le bonheur des tristes. La tristesse leur paraît trop facile. Ils lui rendent son véritable rang, un sentiment médiocre, vain et complaisant. Et c'est le bonheur qu'ils réinventent. Le bonheur n'est pas gai, disait Maupassant, le nôtre non plus. Nous l'avons construit sur les ruines du XXe siècle, sur le désespoir de Kafka, de Sartre, de Camus. C'est un bonheur âpre et tragique à l'image de cette nature que nous aimons, de cette mer, qu'aujourd'hui tant de jeunes écrivains décrivent. Pour ma part, entre tant d'autres rivages, ce sont ces rivages bretons que je choisirais pour illustrer ce dur bonheur. Les rivages, les rochers bretons et ces grèves. Ces grèves bretonnes à la tombée du soir, au moment où plus rien au monde ne semble bouger que la mer, et où le roulement d'une charrette solitaire au loin se perd dans le roulement des vagues. Le soleil dont le reflet frappait encore tout à l'heure la vitre d'une ferme sur la falaise s'est éteint. L'imminence de la nuit rappelle une autre menace, permanente, inévitable. Dans quelques instants, il n'y aura plus de lumière. Dans quelques instants, nous allons mourir. Et tout à coup, dans cette fatalité même, dans la certitude même de mourir, nous découvrons une joie étrange. La joie peut-être de faire face, de considérer notre fragilité, notre précarité, non plus comme les signes de quelque châtiment et la preuve de notre misère, mais au contraire comme l'effet d'un mécanisme à la fois gratuit et savant, miraculeusement agencé pour donner tout son prix à notre destinée. Nous pouvons l'appeler le destin, ou la nature, ou la providence, ou la volonté divine, qu'importe. Le moindre objet devient précieux à nos yeux éphémères. Regarder, entendre, respirer seulement nous satisfait. Et nous sentons qu'il n'est pas de maladie, de malchance, ni d'angoisse qui ne puisse défier le bonheur de vivre. Cet extravagant bonheur que nous devons à la fierté d'être mortels. Le journal de Jean-René Huguenin, samedi 24 décembre 1955, donc il a 19 ans.
Noël, réveillon familial, ruiné en cadeaux. C'est très embêtant, Noël. Noël. Que j'ai tant attendu, tant aimé quand j'étais gosse. Je trouve ça ennuyeux et vulgaire maintenant. N'est-ce pas une véritable mystification que la naissance du Christ soit un prétexte à libation des futiles réjouissances? Bassesse universelle. Quelle drôle de leçon d'humilité Dieu veut-il nous donner en nous obligeant tous, bons et mauvais, intelligents et sourds, loyaux et crapuleux, à aller chercher notre foin dans le même mangeoire. La communion selon les rites. Je n'aime pas les rites. Non, je n'aime pas toute cette cuisine. Voilà bien là mon orgueil. Pourtant j'ai l'impression de marcher vers Dieu, mais chose bizarre au regard de la religion. Plus je marche vers Dieu, plus je m'éloigne de la plupart de mes semblables. Plus je me sens fort. Plus je sabre autour de moi. V'là tes têtes tombent. Ils m'assomment, ces amateurs de vertu. C'est trop évidemment imparfait, c'est composite. C'est 50-50, moitié bonne conscience, moitié bon confort. Moi, je me sabre aussi. Je me casse la figure tous les jours, je me malmène et me conduis à coups de poing. Tu vas pas faire ça? Allez, hop! Tu vas le faire! Si la chose est bonne, me dis-je, que m'apporte ton désir, ta petite envie du moment, que m'apporte ta fatigue ou ta paresse. La chose est bonne, donc tu la feras. Hein, je me moque du reste. Alors si je n'ai pas pitié de moi, si je n'ai pas d'indulgence pour moi, pourquoi en aurais-je avec les autres, hein? Pourquoi? Il n'y a pas de raison pour que j'admette en eux ce que je condamne en moi. Leur tête vole, leur sang gicle. Je saute à pieds joints sur leur cadavre, je m'éloigne solitaire de la pourriture qui commence à vêtir leur âme. Je n'aime que la force, je n'aime que les forts, que les grands. Et tant pis, Seigneur, pour la charité chrétienne. Jeudi 23 février 1956, on lit souvent dans Bernanos de ces phrases saisissantes, par cette force, cette grandeur farouche, sévère, ce respect de soi-même, cette gravité un peu triste qui semble dire « Tant pis pour moi si je suis écrivain ». Ça signifie que je n'ai pas le droit de m'amuser. Et tant pis. Qui puis-je? C'est une loi de la nature même. Voilà un sentiment qui ignore entre autres ces infirmes de la volonté, ces amputés de la foi, ces invalides, stériles et paresseux que sont la plupart des écrivains d'aujourd'hui. Samedi 25 février 1956. Je suis lâche, faible, inconstant et malheureux de l'être. Il y a des moments où je me méprise. Peut-être c'est très grave, très dangereux. Le grand orgueil, l'orgueil nourricier, n'est pas inépuisable. Les petits dégoûts, les bassesses t'entament sans en avoir l'air, et puis tout d'un coup, à l'instant le plus inattendu, il s'effondre. Et il ne reste plus qu'une petite couche de vanité, pâle et friable, et aveuglante comme la neige. Plus de banalité, je veux devenir terrifiant, monstrueux, je ne veux plus avoir de semblable, et tant pis si je me trompe, tant pis pour le désespoir, et la vieillesse malheureuse, le tourment des regrets obsédants, tant pis. Une vie ne vaut rien, une vie n'a pas d'importance, je méprise ma vie, je me moque de ma vie comme d'un drapeau que l'on m'aurait donné à porter, pâle et flottant au vent, ainsi qu'un chiffon bien taillé au bout du trique, le principal, la grande affaire, et que ce drapeau devienne le plus glorieux, le plus déchiré, le plus coloré, le plus inoubliable de tous, que chacun de ces trous soit ma blessure, chaque lambeau, une partie de mon cœur déchiré, que sa tête jaillisse au soleil, sans peur des coups, de la solitude et de la douleur, sans peur de la mort, de moi écrasé sous son poids, mais triomphant, impitoyable pour ma propre souffrance, dédaigneux de ma vie, de mon plaisir et de mon bonheur. Ceux qui méprisent leur vie en ce monde la conservent pour le monde éternel. Ceux qui méprisent leur vie en ce monde sont les seuls à avoir jamais vécu. N'y a-t-il rien de plus honteux et dégoûtant que ces existences
molle et feutrée, poursuivie par la terreur du risque. Ces gens perpétuellement entourés de leur propre sollicitude, de leur propre dévouement comme d'une sueur où ils se baignent complaisamment, avec parfois un frisson de répugnance, un recul de dégoût que la grâce leur envoie, l'espace d'un instant, mais qu'ils ne savent reconnaître ni conserver. Je ne suis pas sur terre pour me ménager afin de mourir plus confortablement. Ma mission d'écrivain et d'homme m'interdit de participer à ces rires qui, sitôt nés, s'évanouissent et laissent la place à d'autres rires éphémères. Le goût des choses périssables et sacrilèges. Je veux agrandir mon âme de tout ce que je refuserais, consacrer ma vie à affirmer que je suis libre et mourir dans l'amour des choses qui demeurent. 27 février 1956, dans 3 jours, j'aurai 20 ans. Parfois, je m'effraie à penser que j'ai déjà passé un tiers de ma vie et que j'ai fait si peu de choses. Mais en réalité, je n'existe vraiment, c'est-à-dire intérieurement, que depuis la fin de l'année 1953, quand j'ai abandonné la physique, chimie, biologie. Là, j'ai vraiment cédé à une vocation. Et je crois que c'est le point de départ de mon histoire intérieure. 2 ans seulement se sont écoulés depuis, mais que de choses, que de découvertes, que de progrès. Marche forcée, victoire sur victoire, me relevant plus fort de mes désastres, me dépensant sans compter. La plupart des gens n'ont pas d'histoire. Tout au plus se sentent-ils vieillis. Moi, je suis un peuple à moi tout seul, avec ses révolutions, ses luttes, sa civilisation. J'ai mes grandes dates, symbolisant mes conquêtes nouvelles, mon accession à une liberté, une force toujours plus grande. 6 décembre 56. Mon roman se tient. Que dis-je? Il se tient. Il marche. Il vole. Il exécute fidèlement mon plan de bataille. L'ennemi est débordé, les places tombent les unes après les autres. Je ne regarde jamais en arrière. Samedi 15 février 1958. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu faim. Si ma vocation littéraire n'était pas venue donner à cette faim son objet, je serais devenu anarchiste, aventurier, assassin. Je rêvais moins de conquérir le monde que de me donner à lui avec violence. Régner sur les foules, sur un pays m'exaltait moins que de régner sur moi. Le seul empire que j'ai jamais voulu posséder, c'est l'empire sur moi-même. Pas seulement un empire de volonté, de maîtrise et d'orgueil, mais un empire de liberté, le pouvoir de vivre intensément chaque minute et de me regarder la vivre. J'ai toujours le sentiment profond d'être libre, c'est cela que j'appelle l'espoir. Une âme riche est une âme affamée. Au jour du jugement, il sera demandé à chacun de nous selon sa faim, car toutes les fins mènent à Dieu. 8 mars 58, verrai-je au moment de mourir mes 4 grands desseins réalisés? Faire une œuvre, vivre avec grandeur, honneur et beauté, avoir le plus de passion possible, fonder une aristocratie spirituelle, une société secrète, des âmes fortes. 21 mars 58, nuit de cauchemar, je la voyais, et ce n'était pas elle. À chaque regard, son visage changeait. L'amour était soudain si facile, impossible. Rien ne nous séparait. Des gens nous poussaient l'un vers l'autre. C'est nous qui devions résister. À un moment, elle fut blonde et je marchais à côté d'elle en compagnie d'un vieux couple, ses parents peut-être. Et puis nous étions dans une pièce nue, sans meubles,
une prison. Des gens me parlaient, j'essayais de leur sourire en regardant droit devant moi un autre rêve. Et je me suis réveillé. J'aurais voulu devenir réaliste, imbécile, ou fou, mais je ne suis plus maître de mon supplice. Me renier, je ne peux plus. Au moins je ne crie pas, je ne pleure pas, j'avance dans une forêt de couteaux, la mort est sur tous les chemins, la mort est là, vraiment, je la vois. Je la vois, je la regarde. En face. Est-ce moi qui la peur? Écoutez, elle n'a pas le visage qu'on lui donne. Non. Non. Elle ne grimace pas, elle ne tient pas de faux à la main. Rien de macabre. Elle est l'honneur unique. Notre dernière chance d'être digne. Elle est le prix de ma vie, son couronnement. Elle me ramène à Dieu. Peut-être. Mort. Nuit. Tous les nœuds se défont, j'entends les chaînes se fendre, on m'arrache à moi-même, je m'éloigne. Je ne ris pas, mais je ne suis pas lugubre. Ce n'est pas le néant, ce n'est pas l'oubli que j'appelle. Je ne suis pas revenu de tout, je ne m'en retourne pas. Je ne reviens pas sur mes pas. Peut-être que je n'espère plus rien pour moi. Peut-être ai-je senti un sol nouveau, avec ses crevasses de terre brûlée, sa nudité terrible, son paysage de bout du monde. Si j'avais vu en me retournant que mon bonheur ne me suivait plus. Non. Ça ne vous regarde pas. Espérez. Comme moi. Que j'espère pour moi ou non, qu'est-ce que cela fait? J'espère pour vous. Pour le reste. Où que je sois, je croirais toujours à tout. Oh, je ne suis pas un désabusé, un sceptique. Je mourrais en croyant que tout pouvait être sauvé. Et voyez-vous, ce qui est difficile, c'est de tenir bon, c'est de se battre encore dans les moments où tout à coup, on ne sait plus pourquoi on se bat. Le soir, je suis mis si malheureux que je n'ai rien à dire. J'étouffe, je voudrais supplier. C'est abominable. Et qui? Dormir, rêver, mourir. 1er mars 1959, j'ai 23 ans. Les jeux sont faits, je ferai une grande œuvre où je ne serai rien. Écrire est en fin de compte la seule chose qui ne m'ait jamais déçu. Je n'ai guère travaillé ces temps derniers, aujourd'hui je me remets sérieusement à mon roman. La déchirante question de l'amour qui ne recevra qu'à la fin sa réponse. Quel est des deux celui qui passe? La vie m'apparaît de plus en plus comme une histoire d'adieu. Nous aimons les êtres dans leur mystère, et Dieu seul les aime dans leur transparence. 3 février 1960, un mois vient de s'écouler que j'aurais voulu ne pas vivre. Je me suis trahi. J'ai tenté de me fuir. J'ai usé de misérables moyens dont nous disposons pour adoucir notre vie. Le cynisme, le plaisir, l'oubli du temps. Et je me suis donné la misérable excuse que tout intellectuel prête à sa faiblesse. C'est un moyen de me connaître. Il m'a fallu 3 semaines pour redécouvrir qu'adoucir sa vie est une façon de la tuer. Mes journées de plénitude ont toujours été des journées âpres, difficiles, douloureuses. Chez moi, la force n'est pas un choix, mais une fatalité. Enfin, le 28 janvier, je me suis de nouveau rencontré. C'était un vendredi gris et désespéré. Je me suis poussé jusqu'au bout, j'ai soulevé toute la boue, tâté le fond. Il y avait dans ma vie un virage à prendre. Le raté eût été mortel. Eh bien, je suis passé. Le soir même, j'ai rompu avec Clara. Je ne saurais m'encombrer d'une femme dans les pays où je vais, surtout pas d'une femme qui m'a déçu, qu'aujourd'hui je méprisais, à laquelle seule
m'attachait l'habitude, la peur de souffrir et de faire souffrir. Qu'importe sa souffrance, je l'ai toujours prévenu que je resterais étranger à sa vie, précaire dans son cœur. Je suis celui qui passe, qui traverse. Qui me suivrait? Puis, il y eut quelques jours hésitants, une lente redécouverte de moi-même, de grande soif, paraît clair, renaissait, m'emportait, s'éteignait, me laissait décourager, les mains crispées sur un rêve disparu. Une proie évanouie. Je voulus d'abord aller trop loin, je niais le temps, je me crus sujet absolu, source unique de lumière. Les autres n'étaient plus que des objets. Je crus pouvoir décider à ma volonté de l'effet de chaque cause. Et cette ivresse disparut si vite que j'eus peur de m'être menti. Je sais maintenant où je vais. Je sais aussi que j'irai jusqu'au bout, sans défaillir. Cela a été sans doute le dernier croisement de ma vie. Les jeux sont faits, mon adolescence est morte. Il est probable que je ne connaîtrai plus ces profonds remous intérieurs où notre jeune inquiétude remet en question l'homme que nous voulons être. Le temps est passé de m'étendre en largeur. Les limites de mon empire sont fixées, il me faut maintenant y rayer et en creuser la terre jusqu'à la tombe. Et je ne traverserai plus ces pays faciles et dorés que je ne regrette pas. Je suis prêt, j'entre de face dans mon avenir. Ô mort, je ne me lasserai plus de te frôler. Le jour venu, tu embrasseras un compagnon digne de toi. Je sais d'abord que ce que l'on appelle les caprices du sort ne tient qu'à l'inconsistance de nos désirs. Il n'est pas de soi ici-bas qu'une volonté forte ne puisse exaucer. Un empire souverain sur moi-même me livrera le monde. Il s'agit donc de tuer tout ce qui m'encombre, de me refuser toute complaisance, toute concession, tout confort inutile, de m'imposer enfin de vivre sans règle. Ceci est la première marche. L'ordre. Elle est déjà à demi gravie. Il me reste ce petit défi que je me suis lancé, qui sera très dur à relever. Travailler 60 heures pleines à mon roman 7 jours de suite. Je commencerai demain. Je sais ensuite que je ne saurais supporter de vivre sans risque. Prendre le plus grand nombre de risques. Tout jouer sur une carte. Toujours préférer la générosité du danger à la pire forme d'avarice qui soit au monde, celle de la prudence. Ce sera la liberté. Les portes de l'espace s'ouvriront, mes moindres désirs prendront corps à mon gré. Et mes choix seront sans recours. Je sais enfin que seul m'intéresse le cœur des êtres. Toute vision profonde est tragique, mais seul un regard d'amour et de mépris peut sonder la plaie jusqu'au fond, illuminer le monde, les hommes, d'une unique et sanglante lumière. Tout sera capital. Le moindre geste, un danger mortel. Alors s'ouvriront les portes du temps. Ce sera la puissance. Le monde entier tiendra dans mon regard. Mon œuvre sera cosmique. Je ne reviendrai plus sur ce dernier choix. Si je recule, je me perdrai pour jamais. Merci beaucoup de votre belle écoute. C'est toujours... si les gens savaient à quel point le moindre battement de cils peut nous troubler quand on joue, quand on lit, c'est ça. Vous n'oseriez plus bouger ainsi. Mais voilà,
c'est l'essence même du métier, qu'on peut se laisser envahir et qu'on peut incarner une voix pareille. On est à peu près certain, momentanément en tout cas, d'atteindre l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas Madame Huguenin. On s'est connus par téléphone. C'est la première fois que je la vois même. Elle a ce beau visage d'aigle comme son frère. Et je la remercie de faire perdurer cette œuvre magnifique. Et je vous prie bien vouloir m'excuser de ne pas rester plus longtemps avec vous, mais j'avais promis que je ferais cette lecture. Et je dois maintenant retourner faire un filage de la pièce que je vais jouer prochainement, qui est une très belle pièce. Enfin, ça ne change rien. Ça, c'est inaliénable. Voilà. Merci beaucoup Pierre Arditi pour cette magnifique lecture. C'est emblématique pour les tartinophiles. Et pour Jean-René Huguenin. Moi, je pense qu'Arditi devrait faire un spectacle. Ah oui. Hein, moi, je vais essayer de lui suggérer, ne croyez pas? Ça serait bien. manière fervente. Oui, mais mieux. Non, mais il y en a marre d'avoir toujours que Lucchini. Enfin, Mais la lecture. Lucchini, La Fontaine. Il prend Rabelais, Céline, Bernard, il fait du jongle. Ah oui, c'est vrai. Là, c'est l'expérience intérieure. Mais il leur a donné un relief que presque je ne soupçonnais pas, quoi. Enfin, c'était vraiment très intense. C'est vrai que Et d'ailleurs, une envie théâtrale. oui, et d'ailleurs, je pense que quand il a dit qu'il était très sensible à la qualité du silence qu'il y avait, je pense pas que c'était de la complaisance, et c'était pas une formule qu'il lui prépare comme ça. Non, il est très Il a dit très spontanément, et je pense qu'il a été impressionné par la qualité de l'attention qu'il y avait. Je trouvais ça formidable, vraiment. Wow. C'était fort. Hein. Et quand il nous en a parlé après, il tremblait un peu. C'est marrant parce que Il s'appelle Guillaume. Je connais assez mal. alors Huguenin, il a quelque chose de... Il y a quelque chose du faux follet. Il y a quelque chose du faux follet là-dedans. Ce qu'il y avait adapté au cinéma. Très très beau. C'est magnifique de la foi. Oui, messieurs, mais il me relève. Pourquoi est-ce qu'on aime quelqu'un? Pourquoi est-ce qu'on décide de le prendre pour ami? Parce que vous avez l'impression de trouver un alter ego. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à exprimer d'une manière lumineuse ce que vous ressentez dans une espèce de brouillard, de flou. Et moi, vous savez, ça a été pour moi comme un tuteur, c'est quelqu'un qui m'a aidé dans ma vie. Vous savez, on dit toujours la jeunesse c'est un âge fantastique parce que... fraternisant. Oui, voilà, exactement, c'est ça, et c'est ça, alors qu'on souffre en fait atrocement, on n'a pas la vie on ne mène pas la vie qu'on voudrait mener, on n'est pas sûr de soi, on n'est pas sûr de ce qu'on va devenir, on a l'impression de rater l'essentiel, enfin, et quand on trouve une voix comme la sienne, qui vous dit, ben moi, j'ai vécu les mêmes choses que toi, je sais exactement ce que tu as vécu, et qui le dit, mais avec une précision, un talent, un courage, et presque une fulgurance poétique, parce que c'est ça, c'est un poète. Enfin, vous avez entendu les textes que Arditi a récités, quelqu'un disait c'est presque Rimbaud, alors bon, il y a sans le côté hermétique, parce que bon, Rimbaud, il faut s'accrocher, mais je dirais qu'il y a quelque chose presque de Pascal, ou de Benjamin Constant. Enfin, il vous tient un langage immémorial. Enfin, il est pas de 1960-62, il peut être du 19e, il peut être de l'âge classique. Enfin, et pourtant il est proche, il est là. Il avait juste 20 ans de plus que moi. Et c'est comme quelqu'un de ma famille. Voilà, j'ai dit au revoir à Jacqueline, à ses enfants, comme à des membres de ma famille, mais Jean-René Huguenin, il est de ma famille, voilà, c'est pour ça que je l'aime. Ouais. On se connaît de voix, On se connaît de téléphone. Vous avez toujours été extrêmement
Mais je trouve que je suis désagréable. Ben non, mais très coopératif. Je ne suis pas, je coopère quand les choses me concernent, quand il se défend. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de témoins de gouttes, parce que l'enfant peut sûrement l'admirer. Bonjour monsieur, vous allez bien? Non, c'est étrange parce que c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie depuis très longtemps. C'est ça. Sa manière de vivre ressemble à celle que je voudrais avoir moi. Je ne peux pas avoir avec la même véhémence, la transigeance. Mais en même temps, j'admire cette parce que il fait la seule chose valable. Enfin, à mon avis, il fait une des seules choses valables dans sa vie, qu'il décide qu'il y aura des vies qui ne ressemblent pas à celles des autres, qui doivent être idéales, dans laquelle on est au sommet de soi. Il est très isolé dans son siècle. Oui, mais j'en suis certain. Mais c'est une des raisons aussi d'ailleurs pour lesquelles je l'admire, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour se couper à ce point-là de la, comment dire, de la... Peut-être que dans la vie quotidienne, il n'était pas. Moi, je ne l'ai pas connu, je ne peux pas parler de lui, malheureusement. Mais quand on rencontrait comme ça, il avait l'air. Il était là, il aurait un verre, il parlait, voilà. Mais intérieurement, il a dans son visage, j'ai une photo qui est très belle, il ressemble à un aigle, il est aigu, il est après ce qu'il aurait été comme si vous savez. D'ailleurs, si ça se trouve, si j'avais eu cet âge-là, à cette époque-là, et si j'avais fréquenté, je me serais peut-être dit, il est invivable ce type. C'est possible. Peut-être pas, je n'en sais rien. Mais il est vivable quand on le lit. Alors c'est ça qui compte. Oui, une notoriété, une vraie notoriété, tout ça. Après, effectivement, quand il parle de la vie et de la sienne en particulier, qui dit qu'à un moment donné, on ne peut pas se contenter de ça, que c'est pas comme ça, que rien ne va parce que rien n'est assez absolu, à un moment donné, il est probable qu'on peut lui dire calme-toi, on peut essayer de vivre aussi plus simplement, ça n'empêche pas d'avoir une exigence vis-à-vis de soi-même. Il avait tout à fait 2 étages. Oui, sans doute. Il est né en combien? Il est né en 36. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça, il a 10 ans de moins que moi. Oui, il est pas. 10 ans de plus que moi. C'est pas beaucoup, hein? Oui, non, c'est pas beaucoup, hein? Moi, j'ai un petit peu plus que 10 ans de plus que vous. Non, mais c'est pas beaucoup, quoi. C'est pas beaucoup. Alors après, je l'ai lu, c'est Anne Wiazemski qui m'a fait lire ce livre. Oui, la petite fille de Mauriac, oui, comme ça. La fête de Mauriac. C'est elle qui m'a fait lire. Elle m'a dit, lis ça, lis ça. J'ai dit, ah bon, et lis le journal, c'est le journal, pas la Côte Sauvage. Après, j'ai la Côte Sauvage, j'ai lu autrement. Oui, mais j'ai d'abord lu le journal. Donc j'ai découvert, j'ai passé, on m'a fait lire 2 choses, c'est marrant, une chose qui n'a rien à voir avec ça, qui est l'Arsène Lupin qu'elle adorait. Elle m'a dit, tu connais pas Arsène Lupin? Bien, alors, on a vu ça il y a 40 ans. Hein. Et alors, oui, il y a 40 ans. Lis le journal de Hugues. Lis-le. C'est l'édition du Seuil que j'ai gardée. Elle tombe un peu en pièces, mais je la garde. Parce que c'est chercher des choses. Et j'ai lu ça dans la nuit. Et je suis dans ma planète. Qui c'est ce type? C'est extraordinaire, c'est magnifique. Qui est ce type? On a rien pour le fond. C'est formidable. Tu me le donnes? Je l'ai pris avec moi. 40 ans, ce livre, posé. Je me tape dans mon bureau, je le relis. Il y a toujours un truc que j'ai pas vu, que j'ai pas compris de la même manière. Parce que d'une certaine manière, c'est dans ça qu'il est vivant, c'est qu'à un moment donné, en fonction du temps dans lequel nous vivons, la manière dont la société avance ou recule, on n'a pas voyant tout ça. Alors, on se dit, bien sûr, je comprends maintenant pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça comme ça. Parce que d'une certaine manière, on peut encore le vivre de la même manière aujourd'hui, on peut se mettre en colère sur des tas de trucs qui nous exaspèrent et qu'on voudrait nous faire avaler comme une chose qui est bénéfique. Mais non. Cette façon de voir les choses est éternelle, enfin, on peut toujours à chaque siècle. Toujours. C'est comme si on arrêtait de lire Proust parce que tout d'un coup, le siècle dernier, ça traversera le temps jusqu'à la fin des temps.